Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur adjoint, Monsieur le Directeur des études doctorales, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères toutes et chers tous, je souhaite premièrement remercier les jurés qui ont choisi de récompenser mon travail parmi tant d'autres. C'est un véritable honneur car je sais la valeur des autres candidats et de leurs travaux. Je veux donc remercier ici l'École doctorale Culture et Société et l'Université Paris-Est Sup qui ont été le cadre propice pour mener cette enquête, financée par un contrat doctoral entre 2015 et 2018, ainsi que le laboratoire Analyse comparée des pouvoirs et l'Université Gustave Eiffel. Au-delà de l'accueil au sein d'une équipe pédagogique du département de SHS et du soutien constant du laboratoire, c'est surtout un cas de travail et d'échange pluridisciplinaire et particulièrement convivial qui a fait de ces années de doctorat le lieu d'un véritable épanouissement, tant intellectuel que personnel. La compagnie des doctorants et doctorantes de l'école doctorale Culture et Société et du laboratoire ACP y a été pour beaucoup. Et je tiens à remercier ici, à titre particulier, Maxime Martignon, l'auteur d'une très belle thèse d'histoire moderne soutenue à l'automne 2020. Et je remercie aussi très chaleureusement mon directeur de thèse, Vincent Azoulay, qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Dans les cités-États du monde grec, le pouvoir appartient souvent à une très large part du corps civique. L'exemple le plus fameux est bien sûr celui d'Athènes, où, à partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, ce sont les citoyens assemblés qui légifèrent. Cette démocratie directe nécessite impérativement que l'on s'entende sur le droit de la cité. En l'absence d'écoles publiques ou privées, comment se faisait cette éducation juridique, en particulier dans les premiers siècles des cités grecques, soit les 7e, 6e et 5e siècles avant notre ère, à une époque où l'écriture et l'alphabétisation étaient très rares. Depuis le 19e siècle, une thèse en faveur veut que le droit soit écrit et publié au cœur des cités, sur des supports durables, afin d'instruire les citoyens. Des expressions courantes, telles que « gravé dans le marbre » ou « des tables d'airain » conservent la trace de cette idée, héritée des Lumières, d'un idéal de transparence dans la pratique du pouvoir. Cette vision de la cité antique a connu un très grand succès tout au long du XXe siècle. Des dizaines de textes inscrits ont été découverts et considérés comme les confirmations de cette théorie initiale. Les hellénistes désignent sous le nom d'inscriptions juridiques ces textes sur bronze ou sur pierre, considérés comme les preuves d'une grande diffusion du droit écrit en Grèce ancienne. Mais dans ce cas précis, la théorie historienne précède la documentation. On court le risque de tordre alors cette dernière pour la faire entrer dans un schéma préconçu. J'ai donc entrepris de réexaminer tant la théorie que la documentation elle-même, en la confrontant aux acquis des sciences sociales. L'anthropologie, en premier lieu, permet d'étudier cette Grèce très ancienne, sans y rétroprojeter des phénomènes mieux documentés par la suite. L'anthropologie du droit, en particulier, apprend à se méfier de l'ethnocentrisme juridique et du primat accordé par certains savants au droit écrit. L'analyse spatiale permet quant à elle de poser à nouveau frais la question de la destination des inscriptions produites par les cités. C'est ainsi que la thèse entreprend un nouvel examen du corpus des inscriptions dites juridiques à partir d'un postulat critique, voire sceptique. Le premier constat est celui de la rareté des sources. Les inscriptions découvertes sont trop peu nombreuses et de formes trop variées pour supporter une théorie favorable à une large extension du droit écrit en Grèce archaïque et classique. Ces textes sont souvent très courts et très précis. Ils ne transmettent en aucun cas des mesures générales permettant de connaître le droit d'une cité. Mais il y a plus. Seule une poignée de cités livrent des inscriptions, comme illustre cette carte figurant la répartition des inscriptions dites juridiques. Près de 700 cités connues ne semblent pas avoir inscrit leurs lois. Et même dans les très rares cités qui, comme Athènes ou Élis, inscrivent des décisions, force est de constater que ces publications n'occupent pas l'espace public. Les citoyens d'Athènes affichent leurs décrets sur l'acropole, 100 mètres au-dessus de l'agora. Les citoyens d'Élis font mieux encore. Ils choisissent d'afficher quelques décrets à Olympie, à 60 km de leur cité. De toute évidence, ces inscriptions n'avaient pas de vocation documentaire. Tout bien considéré, ces affichages répondent davantage à des objectifs religieux. Formellement, les inscriptions gagnent à être interprétées comme des offrandes, des ex-voto, remerciant la divinité pour avoir donné aux hommes un verdict apte à résoudre un litige ou pour avoir tout simplement présidé
à la prise de décision. Réviser l'importance du droit écrit en Grèce ancienne a ensuite amené à de nouvelles considérations sur la place et le rôle de l'oralité. Un fait paraît ici particulièrement surprenant. De tous les documents censés faire l'histoire du droit écrit, eh bien, tous ces documents regorgent de mentions d'actes de langage. On peut s'en convaincre en observant la première colonne du soi-disant Code de Gortyn. Ce monument atteste, si l'on y prête attention, la vivacité de l'oralité dans la gestion des litiges qui opposaient les Gortyniens. Dans le prolongement de cette perspective, l'enquête montre ensuite que les mots que les Grecs emploient pour désigner la norme renvoient étymologiquement à la parole. Diké renvoie à la justice, mais surtout à la formule de la sentence. Nomos désigne aussi bien la loi que le chant. L'hypothèse formulée à la suite de ces constats est que les Grecs anciens, comme tant d'autres cultures, fonctionnaient grâce à un droit essentiellement coutumier. Les coutumes étaient conservées par des traditions orales et leur efficacité dépendait largement des conditions dans lesquelles elles étaient mobilisées. L'enquête s'est alors orientée vers une étude de la poésie archaïque. La Grèce des premiers siècles accordait à ces poètes un rôle prépondérant dans la conservation et l'énonciation des coutumes qui faisaient loi. C'est ce que confirme une analyse pragmatique de la poésie archaïque, dont Hésiode est un bon exemple. En considérant ces poèmes comme des énoncés performatifs, chantés par un poète inspiré par les dieux, et destinés à agir sur un public, on révèle toute la potentialité normative de ces compositions. Tandis qu'une approche classique confine ces poèmes au registre des maximes et des sagesses, ma thèse insiste sur la potentialité normative de ces poésies, dont l'efficacité concrète a déjà été montrée par des chercheurs tels que Claude Cala. Contre l'idée d'une cité grecque fille de la raison, fondée sur un droit écrit rationnel et laïque, ma thèse entend rendre une partie de son originalité à une culture grecque préclassique. L'apport des différentes sciences sociales, dont l'approche de la documentation permet d'observer une culture de tradition orale et coutumière. On estime parfois que les Grecs furent les premiers à s'attribuer à eux-mêmes des lois, sans y mêler le divin. Ma thèse entend montrer qu'il n'en était rien, et que les Grecs concevaient le droit et la démocratie comme des domaines d'intervention des dieux. Je vous remercie.